Votre analyse de ce qu'on appelle un chien dangereux, Valérie Bertin? Alors c'est vrai que nous, en clientèle, comme on fait un petit peu toutes les races de chiens, on se retrouve avec un panel de petits, de moyens et de gros. Nous, le chien dangereux, il est défini par plusieurs critères. Le premier, c'est est-ce que le chien a un niveau de caractère très important ou non, hein. Dans toutes les races, vous avez des chiens à faible caractère, à moyen caractère et à très fort caractère. Je dis bien dans toutes les races. Oui, au sens personnalité du terme. Au sens personnalité, comme on au dirait, sens un caractère bon ou un sale caractère. Voilà, tout à fait, comme un enfant. Vous avez des enfants, oui. On dit, oh, il est plus difficile qu'un autre. En fait, en quelque sorte, l'affirmation de soi, déjà. Exactement. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est ensuite le contexte de vie du chien. Ce chien vit dans une famille. Est-ce que les gens ont réussi à appliquer une hiérarchie plus élevé que le caractère du chien? Bon, si on veut schématiser et mettre des notes de 0 à 20, on dit le chien il a un caractère à 17. Si la hiérarchie posée par les maîtres est à 18, tout va bien. Oui. Si elle a 13, ça ne va pas. Vous avez des risques, vous avez des grognements, vous avez des risques de morsure importants. Le troisième critère, c'est bien sûr la taille du chien. Il est évident que si vous avez une morsure d'un Lhasa Apso, c'est pas la même que celle d'un Terre-Neuve. Mais c'est pas pour ça que le Terre-Neuve est plus dangereux que le Lhasa Apso. Hein, c'est vraiment, moi, ces trois critères, quand j'interviens en comportement, je regarde, je teste le chien. Caractère, maître et taille, si je vous suis bien. Exactement. Vous, Valérie Bertin, alors, tout en étant voilà, à l'école centrale du chien, la morsure ou l'agression, vous connaissez ou ça vous Oui, arrive? on la connaît, on l'a subie. Hein. Ça arrive, bon, on évite au maximum maintenant à travailler du chien. Et tous les chiens, il y a forcément un moment donné où vous prenez des risques et vous faites mordre. Donc il y a les morsures, effectivement, quand on est petit, quand on est enfant, où là, bon, moi c'était, je vais embêter un chien qui dort profondément dans sa niche, forcément il n'a pas apprécié. Ça, c'est pas bien. Bon, non, c'est pas bien, ne le faites surtout pas. Et puis après, il y a effectivement les morsures qui peuvent arriver dans le cadre de l'éducation d'un chien. Il faut aussi différencier différentes morsures. Et vous avez des différents types d'agressions aussi. Bon, je crois qu'il faut faire la différence entre les agressions hiérarchiques, les agressions de prédation. Les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est vrai que ce qu'on déplore un petit peu, enfin en tout cas moi, on n'a pas de retour. Hein. On vous dit aux informations, voilà, un enfant est mort. Telle personne a été mordue, tant d'accidents, mais quelle morsure, quand, comment? Si on veut vraiment traiter aussi et puis être efficace, même nous, dans les thérapies de comportement en parallèle avec les vétérinaires, puisque ça n'a rien d'opposé, au contraire, on est obligé de travailler ensemble et c'est très positif, il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe, pourquoi les chiens mordent et dans quelles conditions. Nous, il y en a qu'on connaît, maintenant, il faut qu'on ait vraiment des retours là-dessus. Quand vous avez un accident de voiture, il y a des enquêtes de fait. Quand il y a des accidents de chasse, on dit « Oh, il y a eu trop de morts cette année, mettez les gilets fluo ». Chez le chien, qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau préventif pour éviter tous ces problèmes de morsure? On le sait, elles sont là. Maintenant, il faut vraiment identifier et travailler dessus. Et Bertin, est-ce que c'est un problème réel, ces histoires d'importation? Il y a trois choses qui sont soulevées dans ce reportage. Un, apparemment, il en arrive des quantités importante. Deux, on ne maîtrise pas les croisements et certains peuvent apparemment visiblement avoir des aspects de dangerosité. Trois, il est très probable que ces animaux eux-mêmes souffrent et se retrouvent dans des filières, comme toute filière illicite, c'est pas joli en règle générale. Est-ce que vous y êtes confronté, vous, oui. Voilà, oui, en tant qu'éducateur? Oui, on le voit. Moi-même, pour posséder deux chiens qui viennent de l'Europe de l'Est, que je suis allée chercher, moi, dans l'élevage, suivant les principes... Vous m'avez fait peur, parce que j'allais dire... N'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'à la frontière, il y a eu... Pourquoi vous allez là-bas? C'est moins cher? Non, pas du tout. C'est parce que c'est une race... J'ai deux chiens loups tchécoslovaques et je suis allée les chercher en Tchécoslovaquie pour une question de pédigré, tout simplement. Parce que l'origine de la race est là-bas. Mais vous avez d'excellentes lignées aussi en France. Et il est vrai que quand vous passez la frontière avec un jeune chien dans la voiture, vous n'avez aucun douanier qui vous dit « Qu'avez-vous à l'arrière du véhicule ?» Il vous dit « Bonjour madame, bonne journée, au revoir, allez-y ». Mais jamais on vous pose la moindre question. Vous avez préparé tous vos papiers parce qu'au départ, c'est une peur aussi de se dire « Est-ce qu'on ne va pas se faire prendre pour des trafiquants ?» Et en fait, pas du tout, puisque les douaniers, c'est franchement le dernier de leurs soucis. Ils voient la varicannelle, le chien dedans, hein, bonne journée. Bon, j'en ai deux, ils sont revenus en France les deux comme ça. Quels sont les chiens que vous êtes allé chercher en Tchécoslovaquie? Quel type de chien? Deux chiens loups tchécoslovaques. C'est un croisement de loup à l'origine et de berger allemand. Bah dites donc, ça doit... c'est du chien dangereux, ça? Loup et berger allemand? C'est puissant, c'est un chien puissant. Maintenant, bon, comme je disais tout à l'heure, il y a le caractère du chien. Les deux ont deux gros caractères. Et il y a la hiérarchie que je suis obligée de poser dessus. Non, mais c'est très intéressant. Qu'est-ce qui vous a... Enfin, pourquoi vous êtes allé chercher ces chiens? Qu'est-ce qui vous motive? Alors, au bout du compte? Le premier... Je m'adresse à la limite plus à la personne privée, là, en l'occurrence, qu'à l'éducatrice. Je comprends. Le premier, c'était
vraiment la passion du loup, la recherche de comportements primitifs, d'esthétique, etc. Le deuxième... Donc là, vous allez chercher le loup, en fait, si je peux Là, vous allez chercher un peu les problèmes, entre guillemets. Voilà. On les a trouvés. C'était pas le problème. On les a trouvés très vite. Hein. C'est-à-dire que... bon, d'ailleurs, c'est comme ça un petit peu qu'est née l'école centrale du chien. C'est-à-dire que ce chien s'est avéré avec un très gros caractère. Moi, avant, j'avais un épagneul breton. Bon, la transition s'est faite très difficilement. C'est pas la même chose. Non, pas vraiment. Ceci dit, ça m'a permis d'apprendre énormément, de développer ma passion. C'est comme ça que j'ai observé et tiré des conclusions aussi sur le comportement du chien. Et ça m'a obligé à le voir un petit peu le chien autrement. C'est-à-dire que je ne pouvais plus considérer cet animal de 50 kilos qui grognait, qui menaçait, comme un petit chien de compagnie qui a très peu de caractère et qui ne profitera pas des opportunités qu'on va lui laisser. Mais il vous a mordu, votre loup tchécoslovaque, là, en l'occurrence? Il m'a mordu une fois, oui. Il m'a mordu une fois la gamelle quand il avait 3 mois. Donc voilà. Après, Dieu merci, j'ai dû, par obligation, donc me là, référer... Vous avez remonté votre niveau d'exigence, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit caractère, les mètres et la taille. Donc en ce qui concerne le caractère, il est là. La taille aussi, si j'ai bien compris. Donc comment le maître remonte son degré de Voilà. Et ben là, c'est tout un travail que j'ai dû faire avec un vétérinaire comportementaliste et avec un éducateur canin, et qui est comportementaliste également. Ce qui fait qu'à la maison, on a complètement changé les règles de vie. On a remis le chien à sa place de chien et on n'a plus transigé sur pas mal de points où naturellement on a tendance à anthropomorphiser le chien, c'est-à-dire qu'on négocie, on se dit on va l'avoir comme un enfant, on explique, on se dit si je donne un peu, lui va me donner de l'autre côté, c'est absolument pas vrai. Avec un chien comme ça, du moins comme celui que moi j'ai, le deuxième a fortiori, on négocie rien du tout. On se place en patron, en dominant sur le chien et on lui offre... On répond à ses besoins. Par contre, ce sont des chiens qui ont des besoins d'activité, etc. Alors, je vous remercie parce que vous êtes très franche dans ce que vous nous décrivez, oui. Mais si je vous fais quand même la remarque que tout ça ne me semble pas bien raisonnable, vous me dites quoi? Il est vrai qu'au départ, c'était absolument pas raisonnable. Hein. Je pense que si j'avais su, en tant que particulier, avant de monter l'école centrale du chien, ce vers quoi je m'engageais en prenant ce chien, je l'aurais fait, mais différemment, en prenant les cours de comportement et d'éducation avant. Juste une chose, il paraît que certains éducateurs canins mordent leurs chiens pour leur montrer que ça fait mal. C'est vrai ou pas? Je leur souhaite bien du plaisir. Bon. C'est vrai, ça se pratique chez nous absolument pas. D'accord, donc pas avec du costaud des Batignolles qui fait 50 ou 60 kilos. Mais puis je veux dire, il n'y a aucun... non, on ne communique pas comme ça avec son chien. Il faut lui apprendre à respecter l'être humain, à rentrer, à nous adapter à son code de communication. Mais vous pouvez rentrer en communication avec un chien, heureusement, sans commencer à lui mordre les oreilles ou le cou. Nouvelle question de téléspectateur. Comment peut-on faire lâcher prise à un molosse qui mord quelqu'un? Tiens, c'est une bonne question. Vous avez la réponse? Il n'y a pas de solution parfaite. Hein. Déjà, il faut avoir le courage d'y aller. C'est pas évident hein, quand vous avez un molosse qui est en prise, ou un molosse ou un autre, je veux dire, pourquoi plus un molosse, mais dès l'instant que vous avez un gros chien, vous avez un chien de plus de 30 kilos, bon, s'il fait moins de 30 kilos, c'est pas très compliqué, vous allez vous l'attraper de chaque côté des babines, vous secouez un peu, on y arrive. Maintenant, quand ça fait plus de 30 kilos, que c'est un Terre-Neuve de 80 kilos qui est en prise, honnêtement, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Donc vous dites, un chien qui ne veut pas lâcher prise ne lâche pas prise. Et après, il faut rentrer dans un système éventuellement violent. On part à la guerre, quoi. Hein. C'est plus... non, s'il ne veut pas lâcher prise, il faut se mettre à 2 ou 3 dessus. Si vous êtes tout seul, un Terre-Neuve de 80 kg, vous ne le faites pas lâcher. Question de base, quand vous avez un clébard qui vous court après que vous courez, est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on court encore plus vite? Oui. Enfin voilà, non, honnêtement. Alors j'attends une réponse, alors voilà, en 2 temps, allons-y. De base, effectivement, il faut s'arrêter pour éviter de continuer à maintenir le chien dans un état d'excitation et dans une démarche de prédation. Maintenant, une fois que vous êtes arrêté, à espérer que le maître va à un moment donné rappeler le chien aussi. Si vous avez un moyen à porter... Bombe lacrymo, sortez-la, essayez. Je veux dire, il faut tout essayer. Maintenant, évitez de crier, de faire des gestes complètement incohérents et désordonnés et de rameuter un peu tout le quartier. Parce que le chien, s'il voit qu'il est content et qu'en plus, il a mis un peu d'esbrouf dans le circuit, bon, c'est la fête, quoi. Il rentre à moitié dans du jeu, il en remet une couche, vous criez et puis vous montez en pression et ça ne s'arrête pas. Doit-on frapper son chien si nécessaire? Ça sert à quelque chose quand il faut arrêter un chien ou pas? C'est une question finalement... à la fois choquante et parfaitement pratique.
Alors si c'est dans le cas d'une bagarre, non, sûrement pas, puisque d'une part, vous risquez d'augmenter l'agressivité du chien, et d'autre part, qu'il se retourne sur vous. L'agression redirigée, ça existe, hein, c'est-à-dire que le chien, quand il est en train de se battre avec un autre chien, il a un esprit qui est quand même bien ciblé sur ce qu'il est en train de faire. Si vous arrivez derrière, et rien que le simple fait de le prendre au collier, si vous tirez un peu fort, le chien peut aussi se retourner. C'est vrai que la séparation de chiens, c'est quelque chose de très difficile, parce qu'il faut bien penser que le chien qu'on retire ne va pas forcément apprécier et ne va pas penser que c'est l'éducateur qui est derrière ou le maître qui est arrivé à mettre la main au collier. Il est en train de se battre, il sent une douleur ou une tension à l'arrière, il répercute. Donc vous avez toutes les chances de vous faire mordre également. Pourquoi attendre aussi les morsures? Vous avez des chiens qui préviennent, vous avez des chiens qui se mettent en mydriase, qui dilatent la pupille. Combien d'enfants vous disent « Moi, j'ai pas peur de mon chien, mais je vois bien, quand il me regarde bizarrement, je m'en vais ». Je veux dire, ça, c'est un signal extrêmement important. Quand le chien il grogne à longueur de journée, c'est sûr que si on ne prête pas attention au grognement, le chien n'obtient pas ce qu'il veut. Il est sur un canapé, il grogne, il ne se passe rien. La fois d'après, il mord. Tout le monde a le même réflexe. L'enfant est mordu, il pleure, il crie, il s'en va. Le chien, il dit « Ouais, j'ai gagné, le canapé, il est pour moi ». Résultat, le chien, il s'est assis dans la dominance, l'enfant est parti, mais la fois d'après, le chien, il grognera peut-être pas. Ça vous regarde dans les yeux un chien, et est-ce qu'il faut soutenir le regard ou pas? Alors le fait de regarder un chien dans les yeux, c'est vraiment un rapport de dominance que vous êtes en train de mettre avec lui, c'est un genre de défi. Donc vous pouvez effectivement, de par le comportement que le chien a, soit il vous fixe et il continue, voire il grogne et il vous charge en fonction de son caractère, soit il cède et puis bon, il fait un petit peu profil bas et vous savez que vous avez assis votre dominance. Ça entraîne effectivement des comportements différents en fonction du caractère du chien et de son mode de communication.